Bonjour à tous, Timothée, je suis journaliste indépendant et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Euh, alors bien sûr, quand on lit cette question, le mot qui fait un petit peu peur, c'est cette influence. Influence qui a souvent une connotation assez négative. Influence égale bullshit, influence égale partenariat rémunéré. Ça peut être le buzz, tout simplement la recherche du buzz. On va voir un peu avec nos invités que derrière cette influence, il y a quelque chose aussi qu'on ne peut pas négliger. C'est toute une communauté de créateurs de contenu, notamment, et créatrices d'ailleurs, qui finalement font partie du paysage informationnel, notamment des jeunes, mais aussi des moins jeunes et de plus en plus. Donc on a tout ça à questionner. Voilà, et on verra, je pense, ensemble que cette question de vérité, cette question de qu'est-ce qui est diffusé et de sa vérité est souvent centrale également pour ceux qui sont au cœur de l'influence. Donc on a la chance d'avoir avec nous Judith Caceres, donc chercheuse à l'Université d'Avignon en Infocom. Judith, toi, tes recherches, elles portent sur l'analyse des médias, sur YouTube et la célébrité. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Oui, bonjour à tous. Donc en effet, je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Avignon. Et ma thèse, notamment, elle porte sur la célébrité des créateurs de contenu et plus précisément la célébrité des youtubeurs. Existe-t-il des stars de YouTube comme il existe des stars de cinéma et des stars de télévision? Et en fait, à travers mon travail, j'interroge justement cette célébrité. Qu'est-ce qu'on entend déjà par célébrité? Parce que c'est une notion qui est quand même hyper complexe, entremêlée à la notion de la visibilité et celle de la renommée, et à l'aune des stars de cinéma et des stars de télévision. J'essaye de comprendre quelle est la singularité, s'il y en a une, des stars de YouTube. C'est déjà, est-ce qu'on peut parler de stars quand il s'agit de youtubeurs? Et voilà, et en fait, dresser les contours de cette célébrité, ça me permet de comprendre la plateforme, ses enjeux, et tout ce qui est lié à la web création. J'espère. Merci beaucoup. Jérémy Sipilewski, donc tu travailles dans l'audiovisuel et tu es surtout membre d'une association, l'association Un bout des médias, qui a été cofondée, je crois, par l'économiste Julia Cagé. Toi, tu t'impliques énormément dans tout ce qui est pratique médiatique, pratique numérique, pardon, et rédaction. Tu essaies de replacer ce sujet au centre, et donc l'influence est quelque chose qui est important pour toi. Notamment, quand on a préparé cet entretien, tu me disais qu'il y a aussi dans l'influence beaucoup de positifs à retenir. Bonsoir à toutes, tous. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Et oui, donc Un bout des médias, très rapidement, association qui a pour but de promouvoir l'indépendance des médias et de lutter contre toutes les formes d'influence politique ou économique. Et dans ce cadre-là, on va sensibiliser, on va accompagner, on va utiliser les réseaux pour justement influencer. C'est pour ça que lors de notre première discussion, en fait, l'influence, c'est pas que négatif. Lorsque on cherche à sensibiliser les citoyens, à expliquer que des médias doivent être indépendants et qu'il faut potentiellement s'abonner à un média, s'abonner à une newsletter, etc., pour faire vivre les médias indépendants, quelque part, on les influence à changer leur choix, mais pour ce qu'on estime être un monde un peu plus démocratique, social, solidaire. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que notre conférence se passe en 3 temps. D'abord, qu'on essaie un peu de comprendre ce paysage informationnel, ce nouveau paysage avec ces créateurs et créatrices de contenu qui en font part intégrante. Que dans un second temps, et je pense que Judith, tu nous apporteras beaucoup là-dessus, on s'intéresse un peu finalement aux clés du succès, aux clés de l'influence finalement. Peut-être que ça pourra aider certains qui ont des médias ou qui ont des chaînes dans la pièce. Et enfin, on questionnera aussi ce que les médias et les influenceurs peuvent s'apporter, finalement. Alors pour commencer, est-ce que Judith, tu pourrais peut-être nous dresser un peu ce panorama des influenceurs, nous expliquer un peu, est-ce qu'il faut différencier les créateurs de contenu et les influenceurs? Qu'est-ce que tu en penses? Vaste question. Oui, déjà, enfin, en tout cas, eux, ils insistent pour les différencier. Pour différencier, voilà, un créateur de contenu n'aime pas trop qu'on dise qu'il est influenceur.
Déjà, on va revenir sur les termes. Créateur de contenu, c'est un nouveau terme, entre guillemets, qui est apparu parce qu'il y avait... ils étaient donc, ce que je disais en préambule, on en discutait tout à l'heure, où les créateurs de contenu sur YouTube sont très vite appelés YouTubeurs. Et sauf que c'est vraiment un nom qui est associé à la marque et ils n'aimaient pas ça. Donc ils ont très vite voulu se faire nommer vidéaste. Et pourquoi vidéaste? Parce qu'en fait, c'est une sorte de nouveau métier qui est apparu. Il ne faut pas oublier qu'un créateur de contenu, c'est une sorte de couteau suisse. Initialement, il est tout seul, mais il fait aussi de l'animation. Donc il anime son propre contenu sur sa chaîne. Il est aussi monteur, il fait du montage, caméraman, il se filme, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils insistaient, enfin, c'était des vidéastes, et petit à petit, il est venu le terme de créateur de contenu audiovisuel, de créateur de contenu vidéo diffusé sur Internet, par exemple. Et après, les influenceurs, au final, les influenceurs, si je peux me permettre, ils existent depuis très longtemps, sauf que ça a été beaucoup médiatisé par ces nouveaux profils, ces nouvelles figures issues du web, entre guillemets. Alors en France, ça vient de la télé-réalité. Et c'est de là justement qu'il y a un côté très péjoratif dans le fait de se faire nommer influenceur, parce qu'on veut se différencier de ces créateurs de contenu issus de la télé-réalité qui en fait, donc ils avaient leurs propres réseaux sociaux. Et puis, certes, le monde économique, ils étaient payés pendant leur séjour, enfin leur séjour, si on peut appeler ça des séjours, pendant leur télé-réalité. Et puis après, entre-temps, il fallait créer du contenu. Puis il y a eu l'effet Magali Berda, etc., où il y a vraiment une économie en fait qui est née. Et c'est de là que le terme influenceur, en fait, il est arrivé pour décrire un peu cette sorte ce nouveau marché, ce nouveau écosystème. Cette nouvelle économie qui est très liée à une marque, on va influencer sur une marque, etc. Mais les créateurs de contenu, ils font aussi de l'influence, ce que tu disais aussi un peu tout à l'heure, dans le sens où pour produire leurs vidéos, oui, ils font appel à des placements de produits, donc oui, ils travaillent avec des marques, donc quelque part, ils sont influenceurs. Mais la dichotomie, elle se fait vraiment sur cette identité où on veut se différencier, où non, on n'est pas juste là, nous, créateurs de contenu, on n'est pas juste là à vous proposer une marque, alors que les starlets de télé-réalité, eux, entre-temps, ils sont juste là pour vendre. C'est des hommes sandwich, femmes sandwich. Ils veulent juste nous vendre des produits. Et les créateurs de contenu, non. Voilà. Très bien. Pour un peu poursuivre ce que tu disais, Jérémy, j'aurais une question pour toi. Finalement, on constate que notamment les plus jeunes, on va dire les 15-34 ans, s'informent énormément par les réseaux sociaux. Dans quelle mesure, toi, tu penses que maintenant c'est indispensable d'intégrer les créateurs de contenu, alors on va dire au moins les créateurs de contenu et créatrices de contenu, dans ce paysage informationnel? Vaste question. J'aurais pas la réponse, mais pour donner quelques éléments. Alors oui, les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux, mais quand on regarde un petit peu ce qui est produit sur les réseaux sociaux, en fait, ce n'est qu'une... la production se fait à la radio, à la télévision, et en fait, ce que vous allez trouver sur les réseaux sociaux n'est que l'aboutissement, n'est qu'un montage de ce qui a été diffusé déjà sur un autre média. Donc en fait, on s'aperçoit très vite qu'ils regardent des vidéos de France Info, de BFM TV, etc., aussi bien que le font leurs parents ou leurs grands-parents quand ils le regardent à la télévision. Donc ils ont accès quand même en fait à l'information, sauf que eux vont de plus en plus se diriger vers un condensé d'informations, vont se diriger vers des personnes comme Hugo Décrypte qui vont permettre de résumer de l'information, et surtout ils vont partir du principe que ils ont besoin de petites doses, et si vraiment ils sont intéressés sur un sujet, ils feront de toute manière la recherche à côté. Je suis sur un réseau, je monte ma fenêtre, je vais sur Safari, Chrome, tout ce que vous voulez, je vais rechercher sur la thématique et puis je vais me renseigner un peu plus. Donc ils ont une autre manière d'approcher l'information. Du coup, il va falloir travailler côté média ou même côté créateur de contenu pour s'adapter un petit peu à ça. Mais en fait, pour moi, le plus gros travail, certes, il est de délivrer une information aux jeunes, au public cible, mais en fait, c'est avec des règles que posent les plateformes. Le jour où vous avez des stories qui arrivent, le jour où vous avez des réels qui arrivent, le jour où vous avez de nouvelles fonctionnalités,
Comment est-ce qu'on s'en empare? Est-ce qu'on l'utilise en tant que créateur de contenu? Est-ce qu'en tant que média, on l'utilise aussi? Est-ce qu'on fait traditionnellement des choses? De plus en plus, on voit des journalistes qui, en fait, on ne les voit plus à la télévision. Et maintenant, on les voit que prendre la parole sur TikTok, sur Instagram, etc., etc. Ok. Pour bien comprendre un peu, qu'est-ce qui fait que ces créateurs de contenu ont pris autant de place dans le paysage informationnel? Est-ce qu'ils proposent quelque chose de nouveau, quelque chose de plus adapté au public? Est-ce que Judith, Moi, je serais un peu nuancée sur l'idée qu'ils ont pris plus de place. Parce que le grand public, ils sont encore, nombreux de créateurs de contenu, influenceurs, même journalistes, etc., sont encore pas connus du grand public. Ça reste un monde très loin. Alors Hugo Décrypte, il y arrive un petit peu parce qu'il a eu une visibilité assez importante et parce que aussi depuis peu il travaille avec France Télévisions. Mais ça reste quand même. Ils n'ont pas pris plus de place dans les médias plutôt dits classiques. Et après j'ai oublié la question. pour quelles raisons est-ce qu'ils, en tout cas, ils Ouais. sont consultés? Après voilà, ils sont consultés parce qu'il y a toujours cette quête, quand on fait de l'histoire des médias, on voit qu'il y a toujours une quête des jeunes. Parce que c'est cette question du renouvellement du public, etc. Donc il y a toujours cette cible où on veut avoir les jeunes, parce que ça nous garantit, si on a les jeunes, ça garantit un public qui va durer. Et donc du coup, voilà, tous les médias veulent conquérir la jeunesse. Et quand la jeunesse a délaissé la télévision, et pas vraiment, parce que là aussi ça me permet de rebondir à ce que tu disais, Jérémy, c'est que les jeunes, souvent, moi je donne des cours à l'université d'Avignon, et je me rends compte souvent, mes étudiants, ils confondent le média télévision et le téléviseur. Et en fait, souvent, ils sont là. Ah non, moi, je regarde pas la télé. Moi, je ne regarde pas du tout la télé. Jamais je regarde la télé parce qu'ils n'ont pas de téléviseur. Mais il n'empêche qu'ils vont regarder Cyril Hanouna sur les réseaux. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, où en fait, ils ont le contenu issu de la télévision. Mais en fait, ils scrollent sur les réseaux. En plus, maintenant, on est vraiment dans une... ça, c'est Cyril Hanouna qui l'a apporté, mais où on va découper les émissions quotidiennes, etc. Mais en fait, ça reste du média, télé. Et ils regardent encore la télé. Et donc, en fait, voilà, la télévision, parce qu'on est sur l'audiovisuel, même le cinéma, s'est intéressé à ces créateurs de contenu pour, juste dans une quête de cette cible jeune, pensant que la clé du succès serait, en tout cas pour des programmes de télévision, serait de mettre un influenceur, un créateur de contenu, alors que c'est pas forcément la clé de la réussite. Peut-être pour prolonger aussi, on discutait aussi pour préparer cette conférence de cette proximité, de cette recette finalement en fait qu'ont les créateurs de contenu. Alors, il y en a plein de différentes, j'imagine, mais il y a cette question de la proximité entre le public et le créateur. Est-ce que tu veux peut-être nous détailler ça? Ouais, ça c'est intéressant. C'est ce que j'ai observé dans mon travail, c'est ce lien proxémique avec les célébrités. Et il y a quelque chose d'assez nouveau avec les créateurs de contenu, c'est ce sentiment d'amitié très fort. Et ça, c'est la raison. La raison est multiple, mais c'est que vraiment, en fait, avec le web, la web création, on est passé d'une situation de communication de l'ordre du spectacle. Mesdames et messieurs, bienvenue. On se retrouve après la pub où il y a le vouvoiement, etc. Donc à la télé, à une situation de communication de l'ordre de l'intime sur YouTube. Déjà, le créateur de contenu, initialement, à l'origine, il se met en scène dans sa chambre. Il tutoie. Abonne-toi, salut. Il va tutoyer, il va se mettre en scène dans son espace intime, et puis il va aussi inviter le spectateur à mettre un commentaire, etc. Il va y avoir très vite le tutoiement, et donc on est vraiment dans un lien proxémique qui se rapproche, où le spectateur de YouTube a l'impression, et il y a un phénomène du coup de croyance là-dessus, où en fait c'est un ami qui nous parle. À la télévision, c'était parce que ça aussi c'est par rapport à l'objet en tant que tel. Le cinéma, c'est un grand écran, on le regarde dans le noir, et puis les acteurs, ils sont magnifiés par les gros plans, la lumière, etc. Donc il y a quelque chose où là, on est sur la star qui est presque divine,
pour citer Edgar Morin. Puis après arrive la télévision, où là, la télévision, en fait, elle rentre dans le foyer. Et puis on va avoir ces animateurs, et ça va être quasiment des membres de la famille, parce qu'on va les retrouver tous les soirs, même avec les comédiens de séries télé, comme Friends, etc., de sitcoms, où on va les retrouver. Donc ça rentre dans notre famille. Et le créateur, ce qui est génial, c'est que déjà l'écran se rapetissit, mais en plus de ça, on le regarde sur le téléphone. Excusez-moi, mais on le regarde où? On le regarde avant de dormir, on est dans le lit, et puis on va le regarder où? Aux toilettes. Et donc du coup, il y a vraiment ce lien. Enfin, c'est aussi ça. Enfin, voilà, et puis on le met dans la poche. Donc du coup, tout ça crée un sentiment où on a l'impression que Hugo Décrypte, c'est notre pote. Enfin, en tout cas, les jeunes, ils ont l'impression que Hugo, il est comme nous, c'est notre pote. Je crois que tu reviens de Cannes. Est-ce qu'il y a un peu des transfuges finalement de catégories, justement, de plus en plus de créateurs qui va passer dans une catégorie un peu idole? Ouais. Ça aussi, c'est une question de temps qui nous le dira. La célébrité, elle est vraiment liée à cette question de temporalité. Il y en a qui, je pense, après je ne suis pas Madame Irma, il y en a, la situation par exemple, je pense qu'elle va rester, qu'elle va se transformer en autre chose. Mais après, là, pour ça, il est encore trop tôt, parce qu'ils sont quand même estampillés vraiment créateurs. Et puis en plus, il y a un débat, une sorte de polémique sur le Festival de Cannes, où voilà, on se pose la question, est-ce qu'ils ont leur place de monter les marches ou pas, etc. Et donc là-dessus, le temps nous le dira. Mais après, par contre, il y a des créateurs qui ont réussi à traverser les mondes, on va dire, soit à s'installer dans le cinéma. Je pense à Bertrand Huskla, qui a commencé sur YouTube et qui aujourd'hui a fait du cinéma. Bon, là, on le retrouve avec Canal+, dans Brut. Mais quand même, il a réussi. Je pense aussi à d'autres qui, par contre, eux, vont s'installer plutôt dans l'édition, où ils vont publier des livres, etc. Parce qu'il y a toujours cette question, est-ce que YouTube, enfin en tout cas je parle pour YouTube, même Instagram, etc., est-ce que c'est un tremplin pour faire de la scène derrière, pour faire du cinéma, pour faire de la télé? Ou après, il y en a certains, non, veulent rester dans la web création. Après, je ne sais pas si... Moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Michou, qui a fait Danser avec les stars sur Internet. Et en fait, ça a tellement bien marché que TF1 a demandé à ce que la finale soit retransmise directement sur TF1. C'est-à-dire que c'était sur YouTube. En fait, ils ont décidé... Sur Twitch. Et ils ont décidé que ça soit diffusé sur la télé. Donc ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a des gens sur Internet qui ont tout fait pour utiliser les codes en fait, d'Internet, de YouTube, etc. Et en fait, ils réutilisent des concepts parfois qui viennent de la télé. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'il n'y a pas de réinvention. Elle existe, mais la télé s'inspire, le YouTube, Twitch, etc. s'inspire. Donc... Mais complètement. Et ça, c'est l'exemple de Danser avec les stars d'Internet est pour moi génial. Mais après, tu as entièrement raison. Twitch, ils n'aiment pas trop ça, mais ils font de la télé. Ils font du direct, ils font de la télé, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une recette finalement du succès sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des choses que les créateurs de contenu ont mieux compris que peut-être les médias? Il faut demander à Thibaut InShape. Ouais. Apparemment, il a une recette pour devenir premier. Donc. Non, il n'y a pas de recette. Sinon, ça serait trop facile. Ça serait génial, entre guillemets, s'il y avait une recette à suivre et tout. Il n'y a pas de recette, mais il y a des... Il y a des choses qu'on remarque. Il y a vraiment cette question aussi de prendre soin de sa communauté, entre guillemets. Et c'est là-dessus où voilà, on en a beaucoup parlé tous les trois, sur cette question de l'engagement. Elle est importante, cette communauté. Voilà, on parle de communauté, on parle pas de public. Et c'est quand même pas... c'est pas innocemment qu'on parle de communauté. Et en fait... c'est vraiment la clé du succès, je dirais, elle est liée à leur mise en scène dans ce côté justement authentique. De pas oublier, quand j'observe le parcours de Léna Situation, qui fait partie de mon corpus, que j'étudie beaucoup dans ma thèse, elle est hyper intéressante parce qu'aujourd'hui, elle a atteint justement, ça c'est ce qu'il joue dans la célébrité, où en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent quand on est célèbre, on devient riche, il y a l'argent qui joue. Et donc du coup, on le voit par exemple avec Léna Situation, elle ne fait plus du tout, sa communauté et elle ne font plus partie du même monde. Voilà, elle fait le Met Gala, sa communauté, elle fait pas le Met Gala, elle s'habille pas
en Vivienne Westwood, etc. Donc en fait, ils font plus du tout partie du même monde, mais quand même, on voit qu'ils s'attachent à toujours à rester en lien avec cette communauté-là, à vouloir rester le plus authentique possible. Voilà, on voit que Léna Situation, elle ressort une nouvelle chaîne. Je pense qu'elle le fait pas pour rien. Léna Retournement de Situation, c'est sa nouvelle chaîne YouTube, où là, elle se présente beaucoup plus authentique, moins de montage. Presque, on retrouve la clé des vlogs d'août. Parce que voilà, pour le coup de Léna Situation, il y a des choses qui expliquent son succès, c'est les vlogs d'août, où là, elle a marché. Et puis après, la clé du succès, c'est une question d'entourage, de la bonne idée au bon moment. Enfin, voilà, plein de choses. Alors, pour poursuivre et pour revenir aussi au thème de la conférence, il y a cette question de buzz, notamment, et d'influence. Est-ce que, en tout cas, ce qui ne serait pas du tout des clés du succès, il y a cette question de travestir la réalité. En quoi la vérité, finalement, est importante pour un influenceur aussi? Certains ne l'ont pas vraiment pris en compte, puisqu'il y a eu pas mal de scandales, justement, des influenceurs qui mettent en avant des produits disant que ça coûtait vraiment pas cher et qu'ils le vendaient 40 € alors qu'ils l'avaient acheté sur une plateforme à 50 centimes. Donc forcément, ça n'aide pas du tout à créer un lien de confiance. Et en fait, c'est à double tranchant. De vouloir créer une communauté et de vouloir installer un lien de confiance, quand on trahit, c'est beaucoup plus difficile quand même de revenir. Les exemples récents, et puis même le rappeur Booba qui s'est lancé sur les, comment dire, ce qu'il appelle les influx voleurs. Donc on voit bien qu'il y a vraiment tout un espace qui s'est créé. Après, depuis le début, on fait comme si ce qui se passait sur les réseaux sociaux, c'était un peu un monde à part, un monde un peu virtuel. Mais en fait, j'aime beaucoup, moi, ce que disait, j'avais un professeur qui s'appelait Dominique Cardon, qui expliquait, il nous avait posé la question, il nous avait dit, mais les réseaux sociaux, c'est un espace public ou un espace social? On répond, plutôt un espace social, en même temps public, parce que c'est ce que je dis. En fait, il y a une frontière qui est hyper mince entre les deux. Au début de Facebook, il y a des gens dans la salle, je connais une personne, je suis persuadé que sur son mur Facebook, elle pouvait dire bonne nuit en public à tout le monde, pensant qu'elle s'adressait à ses amis. Et pourtant, c'était public. Donc il y a eu, au début des réseaux, des plateformes, est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé? De plus en plus, on s'aperçoit que les gens l'utilisent comme un espace social. Je pense que si tu poses la question à tes étudiants, avez-vous 2 comptes Instagram? La majeure partie vont répondre oui. Un, pour consulter et parler avec leurs amis, c'est-à-dire avoir un compte qui est privé, et un autre compte qui est public, où il y aura de la publication de fils d'actualité. Donc il y en a un, ça va être des stories, beaucoup, où on va raconter un peu sa vie, on va se mettre au naturel, authentique, etc. Et puis un autre qui va être beaucoup plus public, où on va essayer de ne pas faire de vagues, entre guillemets, etc. Donc on voit qu'il y a une séparation de plus en plus dans cet espace social. Et donc comme c'est un espace social, public, on est entre les deux, il y a des gens qui sont très connus, avec qui j'ai l'impression que je suis ami, d'autres un peu moins. Donc je me souviens plus exactement de ta question, mais voilà ma réponse. Mais oui, et pour rebondir, je pense que moi, pour répondre à cette question sur l'importance de la vérité, je pense qu'elle est d'autant plus importante aujourd'hui. Parce que justement, on a accès à l'information beaucoup plus vite. Et par rapport à cette question de la trahison, si le créateur trahit sa communauté, derrière, c'est terminé pour lui ou pour elle. Il y a une sorte d'autorégulation. Et il y a une sorte d'autorégulation. Et je pense qu'aujourd'hui, être créateur de contenu, ça demande encore, je pense, plus de rigueur dans les propos, parce qu'il y a aussi toute cette question liée à la légitimité. Et donc, du coup, je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, avec l'évolution, on a intérêt à être de plus en plus, de se rapprocher de plus en plus de la vérité. Tu as vu des exemples de communautés qui ont mal réagi à des contenus publiés? Ouais, des communautés, par rapport déjà aux influx voleurs, là il y en a eu beaucoup, avec toutes ces starlettes de télé-réalité, Maëva Guénam, Nabila, etc., qui elles ont menti. Après, il y a eu aussi le cas, ça c'était il y a longtemps, le cas d'Enjoy Phoenix, qui était le bad buzz, là pour le coup, ça a été un énorme bad buzz avec son masque à la cannelle.
Et donc du coup, je pense que maintenant, justement, Enjoy Phoenix, aujourd'hui, a proposé un masque. Elle va vraiment vérifier les effets secondaires, etc. Ouais. Et pour poursuivre un peu aussi ce que tu disais, Jérémy, en fait, il y a aussi j'allais dire un consommateur, en tout cas là, une personne qui regarde ce contenu, qui commence à être éduqué, qui commence à avoir, enfin, qui de base a des réflexes aussi face à, enfin, de vérification finalement. Oui, alors après, les plateformes, on leur demande de plus en plus de choses pour justement permettre d'avoir des affichages de messages, etc. Mais en fait, leur design est conçu de telle manière à ce qu'on ne se rend pas compte de certaines actions qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui scrolle pendant 2 heures sur n'importe quel réseau, si on lui dit tu penses que ça fait combien de temps que tu scrolles, donc que tu passes les vidéos comme ça, etc. S'il vous dit 2 heures, c'est qu'il est très très fort, mais en fait il se dit ah bah, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes, mais pas tant que ça quoi. Donc le design des plateformes il est hyper important, c'est beaucoup des récompenses, donc les récompenses, les likes, les machins, parce que ça suscite en nous un petit plaisir. Et après sur la vérification et que le consommateur est de plus en plus... oui, je pense qu'on fait de plus en plus attention, on parle des deepfakes, etc. Maintenant c'est quand même de mieux en mieux fait quoi. Moi j'ai un membre de ma famille qui n'est pas beaucoup sur Internet, qui est allé, qui s'est fait avoir par les deepfakes d'Élise Lucet. Et pourtant, moi, du coup, je vois que c'est mal fait, mais d'autres voient que quand même, ça a l'air bien fait, quoi. Donc, je pense qu'il y a d'ailleurs une énorme inégalité sur la manière de traiter et d'enregistrer une information. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, l'information, c'est tout le temps. Enfin, je veux dire, tu te réveilles le matin avec les notifications, tu te rendors avec les notifications et toute ta journée où tu as entendu plein de choses, de faire ce tri-là, c'est quand même fastidieux, quoi. Ouais. On a de la chance d'avoir de plus en plus d'éducation aux médias présente dans les établissements. Moi qui fais pas mal d'ateliers, je vois quand même que, en tout cas, les publics les plus jeunes sont relativement avertis sur ces questions-là, ont de plus en plus de bons réflexes, et c'est même peut-être les publics plus âgés qui peuvent avoir des comportements un peu plus inquiétants parfois. Voilà, pour compléter là-dessus. Est-ce que tu parlais de ces plateformes, est-ce que les plateformes et les nouvelles plateformes aussi, type TikTok, peuvent parfois changer les règles dans le sens où est-ce qu'il y a Oui. une nouvelle façon de concevoir quand on a un TikTok qui arrive? Déjà, c'est le premier réseau social chinois qui arrive dans le monde occidental. C'est jamais arrivé avant. Si vous regardez bien toutes les plateformes, c'était que des américaines. Une française, Biril, qui est arrivée, voilà, qui fait son chemin, mais en fait, c'est que des américaines. Donc une première chinoise, c'est pas anodin. Il y a eu tous les débats autour comment dire, du gouvernement chinois qui pourra intervenir dans de ce qui est fait. Et puis là, l'actualité, elle est quand même assez importante. Enfin, on a quand même censuré, interdit un réseau social en France, en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des gens qui n'avaient plus accès à TikTok. Donc c'est parce que il y avait de la transmission énormément d'informations sur les actions violentes, etc., etc. Mais on dit qu'il y aurait aussi de l'influence étrangère sur ces réseaux-là avec différents contenus. Et honnêtement, quand c'est bien fait, c'est hyper insidieux. C'est-à-dire qu'on a beau être sensibilisé, qu'il faut faire attention, etc. Parfois, moi, je vois certains contenus qui sont... C'est notre inconscient à qui on parle. C'est pas ah bah tiens, va dans la rue, prends une arme et voilà. Non, c'est beaucoup plus. Mais vous trouvez pas que la vie quand même elle est hyper difficile, quoi. Et puis petit à petit, on arrive avec un message plus extrême, quoi. Mais si je peux compléter, me permettre, ça a changé déjà beaucoup dans le format. Enfin, chaque nouvelle plateforme impose aussi son format, qui va imposer à d'autres créateurs de respecter un peu le format. Et après, on le voit sans aller là où TikTok a changé, c'est ne serait-ce que dans le discours politique. Quand on voit le nombre de députés qui utilisent la plateforme TikTok et qui, à coup de discours qui font leur assemblée... Enfin, des fois, on a l'impression qu'ils font l'assemblée, ça devient un happening pour récupérer la petite phrase qu'on va mettre sur les réseaux, ou avec derrière, on va mettre une musique assez dramatique, etc. Et c'est là où aussi, je rejoins ce que tu disais, où c'est insidieux, parce que, putain, on va se dire, mais en fait, il est génial, voilà. Et puis après, sans parler des... Enfin, voilà, quand on voit le trip... Jordan Bardella qui réussit, sans TikTok, je pense pas qu'il en serait aujourd'hui. Donc
à 35%, je crois qu'il est passé. Mais on voit que du coup, oui, ça crée du changement, même jusque dans la vie politique. Mais je reprends juste, Timothée, ta question sur les plateformes et leurs nouvelles règles, etc. Moi, je me souviens d'une anecdote. C'est avec l'arrivée de Snapchat que maintenant tous nos contenus sont quasiment tous verticaux. C'est-à-dire qu'ils ont imposé aux marques telles que Coca-Cola, etc., de leur dire bah, vous voyez vos vidéos, vos spots que vous faites pour la télé, donc en 16/9, en format paysage, en fait, vous allez arrêter, vous allez le mettre en vertical. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est plus embêtant pour mon utilisateur parce qu'il doit faire ça. Alors que s'il fait ça et qu'il ne bouge jamais son téléphone, je suis sûr de le capturer et de garder ça. Tous les autres réseaux sociaux ne l'ont jamais fait. En voyant ça, ils se sont dit mais non, on va rester quand même. Enfin, les marques, elles n'aiment pas ça, pour la publicité, c'est pas bien. Aujourd'hui, je vois très peu de contenus qui sont en format 16/9 paysage. On est resté sur un format vertical, donc on a imposé de nouveaux codes de création. Et les créateurs de contenu sont le plus souvent, à part vlog, YouTube 16/9, mais en fait sont avec le portable à la main, très simplement en mode vertical. Alors, Aussi justement, Judith, en fait, on parle alors, un peu beaucoup pour eux, mais comment les créateurs de contenu réagissent finalement à ces nouvelles règles et à ces nouveaux formats parfois? Est-ce que est-ce que tout le monde s'adapte ou finalement certains essaient de réimposer d'autres formats? Bah après, en fait, c'est là où il y a ce passage d'une plateforme à une autre. Par exemple, tout ce qui est du vlog, quand on parle d'influenceuses comme Léna Situation, elle, au final, elle s'adapte parce que ça l'arrange déjà le format vertical. Et donc, du coup, elle va beaucoup plus produire sur Instagram, etc. Et YouTube, ça va être moins en moins. Après, il y a d'autres créateurs aussi qui différencient parce que le créateur de contenu, comme je le disais tout à l'heure, il est seul. Et il n'y a pas une grille, il n'y a pas un programme télé qui va nous dire quoi regarder, à quelle heure, etc. Et donc ce système aussi de promotion, bah, ils sont obligés de le faire par leurs propres moyens et donc utiliser leurs propres canaux pour ça. Et donc ils vont peut-être avoir un format long sur YouTube et donc là utiliser le 16/9, etc. Quand il y a de la grosse production, je pense notamment par exemple à des créateurs comme Charles Villa qui vont faire du reportage, etc. Où lui, bah, du coup, on est sur des formats quand même travaillé, très produit. Et par contre, on va utiliser le reste, les réseaux sociaux. Donc là, Charles Villa, qui est vraiment dans l'information, lui, il va utiliser ses réseaux sociaux déjà pour faire la promo de son contenu qui va être publié sur YouTube. Et puis là, il va être plutôt dans un truc de vlog, de je parle à ma communauté de manière verticale. Enfin voilà, il va utiliser autrement TikTok, Instagram, etc. Donc je pense que c'est comme ça qu'il s'adapte aussi. Il y a toujours une adaptation au nouveau. Bah, après, ils n'ont pas le choix aussi. Et puis aussi, on en revient, ils vont là où il y a là où la cible est. Désolée, je parle beaucoup de Léna Situation, je suis obsédée. Mais Léna Situation, elle est obligée d'aller sur TikTok à un moment donné. Elle ne peut pas ne pas y aller, puisqu'il y a le succès de TikTok et qu'au final, sa communauté, elle passe plus de temps sur TikTok que sur Instagram. Enfin, même si elle publie encore sur Instagram, mais il y a aussi cette question de, on est obligé de s'adapter pour survivre, de la même manière qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Les médias classiques sont aussi à un moment donné obligés de travailler main dans la main avec la web création, parce que si on veut survivre. Est-ce qu'on voit parfois, parce que moi je vois surtout des plateformes qui se multiplient, est-ce qu'il y a une sorte de sentiment d'épuisement peut-être aussi chez les créateurs de contenu parfois, ou de devoir à chaque fois multiplier d'un format qu'on avait élaboré de base, de se dire maintenant il va falloir faire TikTok, Snapchat, etc. Peut-être, je pense que oui. Là, il y a une enquête quali à faire auprès de ces créateurs, je pense que oui. Et d'ailleurs, on le voit, hein, certains utilisent Squeezie, il s'est arrêté quelque temps. Donc on voit qu'ils reviennent aussi à quelque chose où ils vont travailler sur j'ai pas le terme, sur l'absence. En fait, ils vont essayer de créer le manque. Et puis après, Squeezie, par exemple, lui, là où il est intéressant, c'est que dans ses contenus, il y a vraiment ce qui est YouTube, ses productions, ses émissions. Là, c'est très semblable, il fait de la télé, au final. C'est du divertissement, pur et dur. Et il y a ces vidéos, ces lives, ce rendez-vous moins travaillé, où on va se donner rendez-vous sur Twitch, où il va parler, là, il est à son bureau, aucune production, etc. Et derrière, il utilise les réseaux, mais en fait, il utilise très peu Instagram. Lui, il devient maintenant, ça devient vraiment son moyen de promotion, en fait. On a beaucoup parlé des utilisateurs comme modérateurs.
Est-ce que l'État a un rôle, Jérémy, dans cette modération des contenus? Ah, ça serait triste si on en arrivait là, à ce que l'État décide de ce qui peut être publié ou pas, quand même. Enfin, ça existe, hein, ça s'appelle la Chine. Après, typiquement, voilà, TikTok n'existe pas en Chine. C'est une autre application. C'est-à-dire que TikTok, application chinoise, n'est pas l'application qui est utilisée par les Chinois. C'est la copie conforme, qui a un autre nom, j'ai perdu le nom. Mais donc, modérateur, aujourd'hui, c'est une question hyper complexe, hein. Honnêtement, répondre en 2 minutes, ça va être compliqué. En fait, on s'aperçoit très vite que c'est un mix de tout. C'est-à-dire, la plateforme doit être un peu responsable de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est considéré comme des hébergeurs. Les plateformes sont des hébergeurs, donc elles ne sont pas responsables des contenus qui sont publiés dessus. L'État tente de faire des choses. On a des règlements au niveau européen qui sont beaucoup plus intelligents que des règlements au niveau français ou des lois françaises. Parce que faire une loi française qui concerne 68 millions d'habitants dans le monde pour des plateformes américaines qui parlent à des milliards de personnes, la loi française, ils vont leur dire c'est sympa, mais on n'a pas envie de l'en faire, quoi. Par contre, un règlement européen, donc RGPD, DSA, DMA, etc., ça a beaucoup plus de portée et de poids. Et d'ailleurs, on s'aperçoit même que ça opère des changements. Il y a des choses que vous n'avez pas aux États-Unis et que vous avez en Europe. Donc il y a une régulation qui peut se faire. Maintenant, aujourd'hui, peu de gens le savent, mais en fait, ce sont les utilisateurs qui font la modération. Quand les gens font signaler une publication, ça remonte, et plus de gens signalent, plus je vais pouvoir modérer plus facilement. En fait, il y a 2 types de modération. La modération, on va dire hard, contenu pédopornographique, terroriste, etc., où là, c'est un algorithme qui est, pour le coup, de plus en plus performant, c'est-à-dire qu'il va repérer les différents contenus qui posent vraiment souci, sans passer pour pas que vous puissiez le voir. Il y a effectivement des ratés, mais de ces ratés-là se font ça permet aussi d'itérer et de faire de nouveaux travaux dessus. Et en fait, la deuxième modération, c'est nous. C'est-à-dire que quand un contenu vous heurte ou vous choque, vous le dites, et c'est comme ça que le réseau peut se permettre de faire une modération. Et je terminerai juste par un propos. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, à votre avis, les modérateurs, ils parlent quelle langue? Ils parlent l'anglais. Il y a très peu de modérateurs qui sont francophones. Donc quand ils voient apparaître un contenu qui pourrait heurter, etc., si le modérateur, il est, et le plus souvent c'est le cas, en Inde, et qu'il voit et qu'il essaie de transcrire, etc., l'ironie à la française, mais quelqu'un qui n'est pas francophone, déjà quelqu'un qui est francophone, ça peut être difficile, en fait, il n'arrivera pas à le modérer. Donc soit il le laisse, soit il l'enlève, mais c'est hyper compliqué de modérer. Aujourd'hui, moi je vois des choses parfois où en fait la modération, comment vous faites quand une personne, et c'est déjà arrivé, hein, vous mettez une photo qui représente quelque chose et vous mettez juste une phrase. Et en fait, c'est la phrase et la photo qui donnent un avis qui peut être extrême. Vous voyez, je n'ai pas d'exemple en tête, mais il faut imaginer qu'en fait, on utilise d'autres travers pour essayer de ne pas être modéré, de ne pas être signalé. Donc, c'est difficile, et c'est pourquoi les règlements imposent maintenant d'avoir des modérateurs francophones, beaucoup de modération, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça. Les utilisateurs, les plateformes qui doivent jouer leur rôle, et l'État, au niveau européen, qui doit faire son truc. Ouais, comme l'ARCOM, quoi. Enfin, au final... L'ARCOM, normalement, doit pouvoir faire des trucs, mais bon, c'est le Far West. Donc déjà, ils ont beaucoup à faire côté télévisuel, puisqu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont beaucoup de travail. Mais oui, c'est le Far West. Est-ce qu'ils arrivent à aller aussi vite que les nouvelles plateformes qui existent et les nouveaux contenus? C'est ça, en fait, finalement, la question? Oui, mais en fait, il y a toujours un train de... honnêtement, pour avoir travaillé, échangé beaucoup avec... les personnes qui planchent dessus depuis des années, il n'y aura jamais de bonne formule. Enfin, c'est impossible. C'est Internet. Donc, par définition, vous n'allez pas bloquer Internet. Après, c'est un choix. Il y a des régimes autoritaires. Je parlais de la Chine. Enfin, on en rigole un petit peu, mais il y a des régimes autoritaires qui, aujourd'hui, vous disent ça, en fait, je le bloque, quoi. C'est une manière de faire. Moi, je ne suis pas du tout pour, et je pense que c'est tout le monde autour de la table, et on réfléchit, on essaie de faire ça en bonne intelligence. Il y a des contenus, voilà, c'est compliqué, mais j'avais fait un exercice où on me montrait des contenus, on me demandait, ça tu le censures ou tu le censures pas? Je vous garantis que tous dans la salle, on n'aurait pas censuré les mêmes choses. Oui,
Oui, mais les règles aussi de YouTube là-dessus pour certains créateurs de contenu, c'est hyper complexe par rapport lié à la monétisation, mais ils peuvent très vite être censurés entre guillemets, parce que dans le titre ou dans la petite miniature, il y a ne serait-ce qu'une goutte de sang, alors que c'est pas un propos qui est ostentatoire, etc. Ils peuvent être donc c'est hyper complexe. Et si je peux rajouter aussi, je pense que c'est là aussi l'éducation aux médias est essentielle, parce que tu citais tout à l'heure Cardon, cette question de l'espace public, l'espace relationnel, etc. Mais quelque part, c'est un espace public. Et donc, du coup, la responsabilité des citoyens, des individus. Et en fait, c'est tout simplement qu'il faut faire comprendre que le monde virtuel reste le monde réel quand même. Et que ce qu'on ne dit pas dans la rue, on ne le dit pas sur Internet. Et ça, il faut le faire comprendre aussi. Et je pense que ça passe en partie, enfin quelque part, en tout cas pour la responsabilité du citoyen, ça passe par l'éducation aux médias. Est-ce qu'on ne le dit pas parfois aussi dans une logique de buzz et finalement aussi de monétisation? Est-ce qu'il n'y a pas une question de ce qui est récompensé finalement, c'est ce qui est partagé? Plus maintenant. Enfin, le buzz, après, bad buzz, style buzz, quoi, ok. Mais en fait, en tout cas, pour la plateforme YouTube, le poids des annonceurs, les annonceurs sont de plus en plus... enfin, ils ont de plus en plus... Ouais, ils ont peur. Enfin, il y a des restrictions. Il y a le nombre de mots qui sont interdits dans les titres, le nombre d'images dans les miniatures, etc. Parce que les annonceurs, ils ne veulent surtout pas être associés. En fait, ils ont très peur d'être associés aux mauvais créateurs de contenu, etc. Et en fait, c'est les annonceurs qui quelque part, qui gèrent tout ça. Et donc, du coup, le bad buzz, oui mais non. Parce que derrière, ça veut dire qu'il y a plein d'annonceurs qui ne veulent plus travailler avec toi. Et donc, du coup, ça va engendrer d'autres difficultés. Du coup, pour rebondir un peu sur tout ça, est-ce que finalement, ce monde de la création de contenu se rapproche pas de plus en plus de celui des médias, avec sa régulation, avec ses règles? Justement, on parlait des annonceurs qui sont constituants de pas mal de médias. Jérémy, qu'est-ce que tu en dirais, toi? Est-ce que tu vois une sorte de rapprochement dans la façon de fonctionner? Alors de qui enfin Des créateurs de contenu et des médias traditionnels, on va dire. Alors, non, pas vraiment. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la régulation des chaînes de télé n'a rien à voir avec la régulation des plateformes. Enfin, aujourd'hui, vous avez l'Arcom qui... Enfin, quand il se passe quelque chose sur CNews ou sur C8, parce qu'en fait, majoritairement, il se passe quand même des choses sur ces deux chaînes-là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une intervention de l'Arcom. Je pense que tout le monde a déjà vu une vidéo qui ne devrait pas du tout être diffusée sur les réseaux sociaux. Peu de chances qu'il y ait des choses qui se passent. Et en fait, le souci, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, quand la chaîne, je ne sais pas, on dit une énormité sur CNews, c'est la chaîne qui sera sanctionnée. Aujourd'hui, on dit une énormité, quand je dis une énormité, je suis très sympa, hein, mais on dit quelque chose sur Facebook, Instagram ou TikTok, ça ne sera jamais TikTok, Instagram ou Facebook qui sera sanctionné. Donc non, il y a vraiment un deux poids deux mesures qui est... je n'ai pas la solution, mais pour l'instant, il est énorme. Complètement. Non, je suis entièrement d'accord. On voit de plus en plus de médias travailler avec des créateurs de contenu et influenceurs. Comment vous jugez ça? Bah, c'est bien. Non, après, c'est comme tout, hein. Dans l'histoire des médias, dès qu'il y a eu un nouveau média, l'ancien média a toujours eu peur. Quand la télévision est arrivée, le cinéma était terrorisé. Et aujourd'hui, le cinéma vit grâce à la télévision, puisque c'est la télévision qui majoritairement produit des contenus cinématographiques. Et donc, du coup, quand arrivent ces créateurs issus du web, de la web création, la télé, elle est effrayée au départ. Ah, j'ai peur, etc. Je vais disparaître. Et puis, en fait, non, ça va travailler ensemble. Un peu, voilà, l'histoire du cinéma et de la télévision. Et donc c'est bien, c'est que ça évolue. Et puis de toute manière aussi, le public, il est jamais... Enfin, il n'y a pas le public de télé, le public de cinéma, le public des réseaux sociaux. En fait, il bouge, il est mouvement. Voilà, de la même manière que quand on fait des études sur la presse People, on peut acheter la presse People et acheter Le Monde en même temps. En fait, c'est pas... Donc le mono... Enfin, il n'y a pas un mono public.
Et donc, du coup, ce public, il circule, et donc les médias, ils sont emmenés à travailler les uns avec les autres. Enfin, du coup, médias classiques avec les créateurs. Jérémy, pour rebondir, qu'est-ce que ces deux mondes finalement peuvent s'apporter, médias classiques, créateurs de contenu? On a quand même du côté des journalistes ce code de déontologie, pardon. Qu'est-ce que tu vois qui peut En termes d'information pure et dure, c'est-à-dire journalistique? En termes de pratique plutôt. Déjà, quand c'est bien fait, les croisements sont intéressants. Un Samuel Etienne sur Twitch, c'est super. Je regarde pas tous les jours, mais de ce que j'ai vu, c'était top. Un Paul Larouturou de LCI, TF1 qui arrive sur les réseaux, pareil. Ils reprennent en fait ces codes-là de proximité, un lien de plus en plus fort. Après, quand c'est mal fait, pour le coup, on parlait d'autorégulation des utilisateurs qui diront non, mais ça sert à rien, ça sera très vite vu, quoi, et on arrêtera tout de suite le programme. Oui, les ponts, de toute manière, ils doivent se faire. On en parlait avec Danse avec les stars au tout début. Hugo Décrypte qui avec France Télévisions. Oui, ils ont tous les deux à sa portée et de toute manière, pour ne pas mourir, entre guillemets, même si la télévision est loin quand même d'être morte. Canal+ produit toujours autant, et ce qui est aujourd'hui, mais produit énormément pour le cinéma, fait énormément de choses. Donc je ne prédirais pas la mort tout de suite, surtout si en plus ils reprennent certains codes et qu'ils font des partenariats, des choses comme ça. Parmi les codes dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi cette question de communauté. Et toi, avec un bout des médias, tu peux sans doute un peu nous en apporter encore plus. Les médias ont envie de ne plus avoir une audience, mais surtout une communauté, finalement. Oui. Alors, de toute façon, une grande chose assez nouvelle aujourd'hui avec les plateformes, c'est qu'en fait, vous pouvez toucher tout le monde. Alors que les gens qui regardent LCP Public Sénat, les gens qui regardent le 20h de France 2 ou TF1, ou le 13h de TF1, en fait, quand je vous donne ces cases horaires, vous allez me dire, le 13h de TF1, c'est pas le jeune de 15 ans qui est devant sa télé. Et donc, on arrivait à catégoriser. C'est-à-dire que quand on envoyait de l'information, on savait à peu près, en fait, qu'on avait telle cible devant. Là, aujourd'hui, oui, certes, on sait que tant d'inscriptions entre 15 et 25 ans sont sur TikTok, etc., etc. Mais paradoxalement, quand je vais publier les choses avec la viralité qu'il va y avoir, on en revient au titre, cette viralité-là fait que je vais pouvoir toucher plein de personnes. Le 20h de TF1 ou de France 2, je vais rester sur TF1, je resterai sur France 2. Je ne vais pas passer d'un à un autre, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas de mot de conclusion, en fait. Sur cette logique de communauté aussi, oui. Un bout des médias aussi essaie de faire en sorte que les lecteurs, finalement, en tout cas les participants d'un média, soient potentiellement jusqu'à actionnaires du média pour les impliquer. Carrément. En fait, nous, on milite beaucoup pour inciter les personnes déjà à comprendre ce qu'est l'information. Malheureusement, avec les plateformes, et ça a été aussi une faute des médias, on a eu l'impression que l'information était gratuite. Les médias se sont engouffrés dedans. Les Le Monde, etc., Libération, Figaro, tout ce que vous voulez, sont arrivés en se disant c'est parfait, c'est une nouvelle plateforme. On va toucher tout le monde, on va mettre nos articles. Mais je ne vais pas mettre des articles payants. Donc je vais délivrer de plus en plus d'informations gratuites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous posez la question aux citoyens, est-ce que la formation a un prix? Il va se dire oui, peut-être. Parfois, juste, il va se dire j'ai pas envie de payer pour avoir de l'information, sachant que sur les plateformes, aujourd'hui, j'ai accès à plein d'informations gratuitement. Donc déjà, il y a cette première chose. Donc on essaye effectivement, avec un bout des médias, de sensibiliser par rapport à ça, et qu'en fait, d'être actionnaire d'un média, mais même juste de s'abonner à un média particulier, c'est déjà soutenir, et c'est rentrer dans une communauté. Pour les médias, c'est très simple. Le business model, il y a 3 possibilités. Soit j'ai des amis milliardaires ou millionnaires, soit je fais de la publicité, soit le public, les citoyens, payent pour mon média. On pourra essayer de brainstormer pour trouver d'autres business models, on ne le trouvera pas. Donc, tentons de faire ces communautés-là, et je trouve que certains médias indépendants qui se lancent de plus en plus
tente justement de travailler cette communauté, d'avoir cette proximité, comme on en parlait, comme les créateurs de contenu, etc. Et oui, il faut que ça soit la suite. Mais ça, c'est hyper intéressant sur ce sentiment de communauté. C'était aussi la création de Canal+, quand ils décident de faire une chaîne payante, première chaîne payante. Et il y a vraiment aussi ça qu'on observe, où en fait, ils se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire de mieux de gratuit? On va faire quelque chose de payant. Et donc, du coup, pour inciter les gens à vouloir payer, il faut qu'il y ait en plus. Et donc, du coup, on va prendre soin de son audience. On va lui proposer des choses qu'elle ne verrait pas ailleurs. Donc à l'époque, c'était le foot, le cinéma et le porno, qui a fait que Canal+ s'est démocratisé, etc. Mais c'était vraiment cette idée de OK, qu'est-ce qu'on va proposer? Donc OK, on va les faire payer, mais pour un petit plus. Donc là, ça va être voilà, des formats sur les médias, ça va être ce sentiment de communauté, mais je te rends quelque chose de plus travaillé, de plus construit, etc. Même si avant il y avait un contenu un peu gratuit sur Canal+, aujourd'hui c'est tout payant. Oui, tout payant, ça y est, c'est fini. Ouais. Mais on observe un peu aussi ces contenus très viraux, type le foot, ou des contenus choquants, enfin choquants, en tout cas qui posent des Timothée, questions. va jusqu'au bout de ton. Type porno, effectivement, il y avait ce truc des contenus qui pouvaient inquiéter. Oui, qui pouvaient inquiéter, mais après ils ont fait vraiment Canal+, c'était leur comment on dit ça, leur truc, quoi, de dire on va vendre du foot, du cinéma et du porno. Maintenant, bon, cette question-là, là, on s'éloigne complètement du sujet, mais là-dessus, Canal+ a perdu complètement avec les plateformes de streaming. Mais bon, ça, c'est un tout autre débat. Aussi, quand tu parlais, Jérémy, je me disais aussi que les créateurs de contenu ont peut-être même plus de facilité à faire participer financièrement leur communauté que des médias. Potentiellement, déjà parce que c'est des personnes, et en fait on reste un animal social, donc quand j'ai en face de moi une personne qui me parle et qui me demande quelque chose, c'est quand même mieux qu'une chaîne de télé avec un super présentateur, hein, mais ça reste quand même une chaîne de télé, un média qui me demanderait quelque chose. Et oui, de toute manière, une communauté qui serait créée à qui je demanderais quelque chose, bon déjà c'est qu'est-ce que j'apporte moi à cette communauté, parce que la communauté elle va me donner... moi, j'aime beaucoup, parfois j'entends, on va créer un média, tout va être gratuit, puis d'un seul coup on va leur demander de payer. Oui, il va falloir ce que tu proposes, il va falloir que ça soit béton pour qu'ils décident de payer. Mais effectivement, quand on regarde les plateformes de crowdfunding, tous les projets qui se montent, un exemple sur lequel un bout des médias a travaillé, c'était, pour ceux qui se souviennent, mais Science et Vie, il y a eu un problème avec le rachat de Reworld Media, où en fait une grande partie de l'équipe de journalistes est partie. Et ils ont décidé de créer leur média indépendant, toujours du journalisme scientifique, qui s'appelle Epsilon, petite publicité pour eux. Et ce média indépendant a commencé avec une campagne de crowdfunding. Et les gens donnent, hein. Les gens donnent, parce que voilà, c'était des gens qui ont créé une nouvelle marque, mais en fait, ils parlaient de personne humaine à personne humaine, pas de un magazine à des personnes. Et ça on le retrouve aussi dans la fiction du côté des créateurs de contenu. Je pense notamment à la chaîne Nexus, c'est leur communauté qui a participé pour produire leur prochaine vidéo, quoi. Ils sont en demande, ils veulent participer à la production des prochaines vidéos, etc. Donc on invente finalement des nouveaux rôles dans les communautés. Ouais, et puis il y a ce truc aussi lié au web, en tout cas au mythe du web, du faire ensemble, de l'entraide, de l'entre-soi. D'ailleurs, on voit beaucoup de créateurs de contenu il y a une sorte de cercle où ils passent d'une chaîne à une autre, ils travaillent avec un tel, etc. Que ce soit même dans l'information, les reporters qui vont mettre en avant tel ou tel individu. Et cette communauté, c'est l'idée de faire partie de cet ensemble et du faire ensemble. Mais ça, c'est des connotations qui, je pense aussi, sont fortement liées au web. Est-ce qu'on retrouve, Jérémy, des influenceurs de l'éthique journalistique aussi? Je me posais la question. Oh wow, des influenceurs de l'éthique journalistique. Qu'est-ce que tu entends derrière? Peut-être c'est peut-être plus lié à l'investigation, mais je pensais à des. Enfin, moi, dans ce Élise genre Lucet en tête. Élise Lucet, des Edu Plenel. Est-ce qu'il y a aussi ces influenceurs-là? Je pense qu'ils sont influenceurs malgré eux. Si je pose la question à Edoui Plenel, est-ce que vous vous sentez influenceur? Pas sûr qu'il me réponde. Bien sûr, je suis influenceur, moi, aujourd'hui du jour. Il a créé une chaîne, il a créé un média. Bien sûr, je pense vraiment malgré eux, quoi. Ils influencent. Alors c'est drôle parce que du coup, ils ont
Aujourd'hui, si on parle d'Élise Lucet, je pense que c'est plus la dame du Trésor que vous voyez, mais que vous voyez plutôt Cache Investigation, parce qu'il y a eu tout un travail sur son image aussi. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, elle faisait une interview sur un média où elle disait justement que son changement d'image, elle a dû le travailler aussi. C'est-à-dire qu'au début, on la voyait quand elle allait voir les patrons du CAC 40 et qu'elle leur tendait le micro, ils étaient tout contents. Mais on passait sur le Trésor. C'était pas du tout pour ça, c'était pour Cache Investigation et les Panama Papers ou des trucs comme ça. Donc c'était moins drôle. Ouais, après, il commence à courir maintenant. Juste, moi, pour rebondir là-dessus, j'apporterai quand même une petite nuance par rapport au terme influenceur. Ils ont une influence, ça c'est indéniable, mais je verrais plutôt ça, puisque par rapport à la première question qui était sur la différence entre créateurs de contenu et influenceurs, ils ne sont pas associés à une marque et ils ne vendent pas des produits. Donc, avoir à repenser aussi la question du leader d'opinion, parce qu'en fait, au final, ils ont cette influence de la même manière que Lazarsfeld a théorisé cette question de l'influence, en tout cas liée au leader d'opinion. Et donc, ils vont apporter une certaine influence, mais ce n'est pas les influenceurs comme on l'entend dans l'espace commun, ou enfin l'imaginaire collectif, où c'est salut, je te vends cette gourde avec mon code promo gourde. Exactement. Alors, moi, c'était plus dans le sens porteur de valeur. Ouais. Leader d'opinion. Ils vont porter, enfin, je pense, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi en tout cas, dans les nouveaux médias que je vois beaucoup plus de journalistes qui sont engagés, qui font du travail avec une grande éthique journalistique, c'est juste qu'ils sont plus engagés. Ou avant, peut-être, on était plus policé, etc. Et je dis même avant, mais en vrai, je n'ai pas vraiment totalement étudié la question de est-ce que les journalistes n'étaient pas aussi engagés avant, mais sur d'autres thèmes, etc. Mais effectivement, là, on voit, grâce à ces plateformes-là, de nouveaux médias qui arrivent avec peut-être une autre manière de faire, mais avec évidemment une grande éthique journalistique. Aussi, ce qu'il y a de nouveau, ça me fait penser, c'est qu'ils incarnent leur sujet. Ils sont beaucoup plus visibles. Hugo Clément, il l'incarne. Voilà, quand il incarne Élise Lucet, justement, dans ce changement, elle incarnait avant le JT, mais maintenant, elle incarne quelque chose. Et ils vont vraiment se mettre sur le devant de la scène. Il n'y a plus comme avant le journaliste qui était derrière la caméra où on ne le voyait pas. Ça remontait au studio, etc. Là, ils vont sur le terrain, ils se mettent en scène. Je parlais de Charles Villa précédemment, mais voilà, où ils se mettent sur le terrain. Et c'est là aussi qu'on a l'impression qu'ils vont nous influencer. Enfin, parce que voilà, ils sont visibles, ils incarnent leur sujet. Et je voyais, moi, de mon côté, ça marche aussi pas mal. Élise Lucet, elle est devenue un mème aussi, oui. Tout bêtement. Ouais, mais ça, c'est devenu une référence. Mais ça, c'est lié à la culture du web. En fait, ça circule. Les mèmes, ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Je vous propose un petit mot de conclusion chacun, si ça vous dit. Et après, on passera à une question pour le public. Je vais commencer. Moi, j'ai toujours été très critique envers les plateformes, les réseaux sociaux, etc., pour tout un tas de raisons, des raisons qu'on a déjà évoquées. Par contre, j'ai depuis quelques années un petit peu changé mon fusil d'épaule et je suis un peu plus dans une zone grise. C'est-à-dire on va le reciter une troisième fois, mais Dominique Cardon, vraiment je vous incite à lire les ouvrages, ils sont super, nous disait, et ça m'est vraiment resté, nous n'avons jamais autant échangé qu'avec ces plateformes-là. Les êtres humains n'ont jamais autant dialogué, discuté, débattu. C'est peut-être pas qualitatif tout le temps, peut-être. Mais enfin, c'est mieux d'échanger que de rester tout seul dans son coin et de ne pas échanger. Et donc ces nouveaux espaces sont des nouveaux espaces démocratiques. Et en fait, dans la démocratie, il y a des choses qui sont super et il y a des choses qui sont moins bien. Et comme dans notre société, ça ne fait qu'un miroir. C'est-à-dire que quand on dit « Ah, il y a du harcèlement, il y a du cyberharcèlement, etc. » Mais en fait, c'est pas né avec les réseaux sociaux. Peut-être que ça se diffuse plus facilement. Mais en fait, il a toujours existé du harcèlement dans la vraie vie. Donc, je suis un peu... Quand j'entends beaucoup les critiques des réseaux sociaux, ce que je faisais beaucoup, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et maintenant, je les vois différemment. Je pense qu'il faut énormément réguler, énormément, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas laisser faire, parce que justement, ce sont des espaces démocratiques.
Donc voilà, pour ceux qui sont fervents défenseurs des réseaux sociaux, mettez aussi un peu d'eau dans votre vin, et pour ceux qui les critiquent énormément, mettez un peu d'eau, parce qu'en fait, il y a une petite zone grise hyper intéressante sur laquelle on peut travailler. Oui, je rejoins vraiment ce qu'il dit. Je pense pareil, dans le sens où, voilà, par rapport à Dominique Cardon, je le cite, on va terminer. Mais il y a vraiment, c'est ça, sur l'interaction sociale, ou la sociabilité. Et en fait aussi, c'est de rassurer les gens. Les parents, peut-être aussi, qui voient leurs enfants passer beaucoup de temps sur les réseaux. Donc, on a tendance à dire oui, c'est sûr que c'est mieux d'aller jouer dehors, hein, bien sûr, mais il y a quand même, ils ont quand même une sociabilité. En gros, c'est pas parce que je reviens à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est pas parce que c'est virtuel qu'il n'y a pas un échange social. Si on est vraiment en train de discuter avec une personne, on est vraiment en train de discuter avec une personne, donc on est vraiment dans un échange. Après, il faut, moi mon petit mot, c'est voilà, être vigilant. Faire confiance aussi à la jeunesse par rapport au réseau, je pense. Enfin, moi, ça serait mon message, de faire confiance. C'est comme la balbouffe. On sait que c'est pas bien. Voilà, une fois de temps en temps, c'est pas si grave, etc. Donc déculpabiliser aussi là-dessus, être vigilant et puis surtout éduquer aux médias. Voilà, je pense que ça passe par là plutôt que d'interdire les écrans. Ça serait plutôt parce que l'écran, ça veut tout et rien dire. Donc juste d'accompagner, d'éduquer, voilà, de la pédagogie sur comment c'est construit, comment c'est financé, etc. Et voilà, et faire confiance aux jeunes. Eh ben, merci à tous les deux. Pour poursuivre, on avait envie tous les trois de vous poser la question des influenceurs que vous suivez. Et pour rajouter à ce que disait Judith aussi, on n'avait pas envie de vous donner, entre guillemets, des grandes leçons sur comment faire attention à ces contenus, et du coup de plus faire une discussion sur comment vous faites attention sur les contenus que vous consultez, les contenus de créateurs de contenu. Comment est-ce que vous vous assurez de leur véracité? Quelles astuces vous avez? Donc voilà, si certains veulent prendre la parole sur ce point. Donc quel créateur de contenu vous suivez et comment est-ce que vous vous assurez de la véracité ou en tout cas de la fiabilité de leur contenu? Je ne sais pas si on voit en ligne le public, mais toutes les mains se lèvent et on a du mal à savoir vers où aller. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, je suis des créateurs de contenu, mais vis-à-vis desquels je ne suis pas en recherche d'informations, par exemple. Donc d'ailleurs, 100% des créateurs de contenu, si ce n'est Hugo Décrypte, qui est le seul créateur de contenu que je consulte pour m'informer très rapidement, parce que je ne pense pas être nécessairement sa cible, qui est un peu encore plus jeune. Mais donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette conférence, c'est notamment le concept de vérité. Et je saisis le micro pour aussi rebondir par rapport à tout ce que ça m'a évoqué, les échanges, et que quand même, je suis plus radical que vous, moi, et cette zone grise me plaît pas tant que ça en réalité, parce que je pense que les réseaux sociaux, et notamment par rapport à ce concept de vérité, j'ai quitté Twitter, moi, parce que j'arrivais plus du tout, comme beaucoup. La maire de Paris, Anne Hidalgo, l'a quitté, parce qu'en fait, la vérité, n'existe plus à proprement parler, c'est chacun sa vérité, ce qui polarise nos sociétés et ce qui crée ce que l'on constate. J'ai regardé La Fièvre comme série, ça m'a effectivement tout de suite évoqué cette série, ce titre, et je trouve que je vous invite à la regarder sur Canal+, je crois. Et on voit à quel point un épiphénomène dans la vie réelle s'emballe par les réseaux sociaux. Et donc là, on voit bien qu'il y a viralité parce qu'on se fiche de la vérité. Et donc, l'émergence de personnalités comme Hanouna, qu'on appelle le nouveau Fox News, enfin, voilà, c'est Fox News, on a tout le temps un compte de retard par rapport aux États-Unis. On voit bien, enfin, selon moi, en fait, on a une forme de détestation de la vérité, ce qui fait que devient viral, émergent des personnalités que la vérité, en fait, on s'en contrefiche en réalité. Et quand les meilleures audiences sont Benjamin Castaldi et Mathieu Delormeau qui débattent ensemble sur la question du réchauffement climatique, on peut quand même s'interroger. Ou quand CNews dit que l'IVG, enfin bon, je vais pas déjà taper un peu sur CNews, mais j'en remets une couche. Enfin voilà, on se dit quand même là qu'on atteint des niveaux qui, selon moi, sont très inquiétants et que le monde informationnel nouvelle génération permet et qui, pour moi, est très très dangereux. Et je pense que c'est l'un des mots principaux même de notre société aujourd'hui. Voilà, pour mon petit billet.
Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir? Non, c'est hyper intéressant comme point de vue, et puis vrai, enfin, d'un point de vue, là, si on répond à la vérité. Après, là-dessus, moi, la nuance que j'apporterais, c'est que ces mots-là viennent de la télé, justement. Pas, parce que, après, c'est diffusé, c'est retransmis, ça circule sur les réseaux, mais ça vient de la télévision, parce que CNews, Hanouna, c'est de la télé. Après, c'est le revers c'est horrible ce que je dis, c'est le revers de la liberté d'expression. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça a ouvert aussi la porte où tout le monde peut s'exprimer. Cette question légitime, avant on était légitime de parler dans l'espace public, à la télévision ou à la radio, etc., parce que la chaîne, l'entreprise nous donnait cette légitimité à prendre la parole. Et aujourd'hui, on voit que sur les réseaux sociaux, tout le monde dit, voilà, Madame Michu a envie de donner son avis sur la guerre en Ukraine, elle va le donner, alors que Madame Michu n'y connaît rien sur la guerre en Ukraine, et elle va le donner, etc. Et après, moi, là où je suis hyper critique, c'est justement les émissions que vous avez citées, les chaînes, etc. Et c'est aussi ce problème, je pense à RMC, les grandes gueules, etc., où en fait, on oublie, et là on oublie la pédagogie, d'expliquer peut-être que c'est pas parce que c'est dit à la télé que c'est vrai, et surtout c'est pas parce que c'est dit à la télé que c'est dit par un expert. Et il y a un peu cette confusion entre voilà, Mathieu Delormeau qui, parce qu'il est à la télévision, va donner son avis sur l'IVG, ça reste, enfin, ou sur le climat. Mathieu Delormeau, là reste un citoyen, c'est une conversation de café, rien de plus. C'est pas un expert où il y a un propos comme voilà, sur d'autres émissions, je pense à Arte, 28 minutes, etc., où là, ok, on va être dans le format débat, mais ça va être tenu par des figures qui vont apporter. Et c'est là que pour moi, il y a eu un bug dans la matrice, c'est à ce niveau-là de prendre la parole. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours s'interroger qui me parle. C'est cette question de qui et d'où il me parle. Et après, il faut laisser la parole aux citoyens. Hein. J'ai été un peu critique sur s'exprimer. Il faut que les citoyens s'expriment. Et c'est bien aussi d'entendre, voilà, j'ai cité les grandes gueules, RMC, c'est bien aussi d'entendre le matin Madame Michu qui donne son avis sur le prix de l'essence. Il le faut, c'est essentiel dans une démocratie. Mais c'est juste de rappeler qui parle, à qui et où. D'où il parle. Là, on parlait aussi des médias. Rappeler que CNews, C8, c'est le même groupe. Rappeler, voilà, c'est médiatisé, mais dire que voilà, il y a Bolloré derrière, à qui appartiennent les médias, etc. Et c'est là l'effort qu'il faut faire. Et pareil sur la responsabilité sur les réseaux sociaux. Là, on en vient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, où après, quand je transfère un contenu, savoir que j'ai une responsabilité parce que quelque part je deviens média et donc je dois faire attention à ce que je dis et c'est là où il faut réguler sur les réseaux. Parce que moi ça m'a trop intéressé, enfin je trouve ça intéressant que vous avez commencé votre propos tout à l'heure par là en disant qu'est-ce qui explique, mais là c'est presque une question un peu, presque philosophique, enfin je sais pas, qu'est-ce qui explique l'éthos dont bénéficie toute personne qui traverse votre écran, que ce soit la télé. Et donc c'est ça qui est interrogeant, parce qu'en effet, moi, j'ai des débats pour tel ou tel ministre va sur C8, je le légitime, Marlène Schiappa, machin, mais je dis, mais les gars, vous cautionnez, je parle à un membre de son cabinet, vous cautionnez, donc la ministre en charge de machin, cautionne le fait que je débat avec eux. Et son conseiller me dit, mais non, mais attends, mais ce mec-là, c'est monsieur tout le monde, c'est toi, c'est important. Je dis, mais oui, mais sauf que les gens, à travers leur écran, quand Mathieu Delormeau n'est pas enfin, à la fois il se voit dans Mathieu Delormeau, mais à la fois ils prennent pour argent comptant ce que disent les uns et les autres à la télé parce que télé. Et donc du coup c'est ça de me dire de désacraliser d'une certaine façon la place d'un bonhomme qui est éditorialiste sur un plateau Non, mais c'est exactement le débat aussi qu'il y a eu récemment avec le rapport de François Jost sur CNews. Enfin, en tout cas, cette question de qui parle, de quel côté de l'échiquier politique il se place quand se pose la question de comptabiliser la parole, etc. Et ça, c'est un grand débat. Et on pourrait en parler pendant des heures et il faut être vigilant. Mais tu peux rajouter. Non. Donc là, de toute manière, en fait, les réseaux sociaux ne font qu'amplifier, mais sans
il se serait passé des choses. C'est juste un problème d'algorithme, de choses comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui nous fait réagir en tant qu'être humain? La colère, l'humour. Mais en fait, quand j'ai quelque chose qui m'énerve et que je trouve injuste, je vais le partager, je vais le commenter, je vais l'aimer. Mais l'algorithme du réseau, il ne va pas le comprendre comme ça. Il va juste se dire, bah, c'est populaire. Quelqu'un qui partagerait une vidéo de CNews pour dire, mais vous avez vu les énormités qui sont dites dans cette vidéo, mais regardez ça. Il participe, sans le savoir, au fait de recommander le contenu. Et donc effectivement, il y a un côté biais technique énorme, d'ingénieurs qui aujourd'hui ne savent même plus ce qu'ils ont codé dans leur algorithme. Et je pense à Facebook et la lanceuse d'alerte Frances Haugens qui expliquait qu'en fait aujourd'hui, quand ils remettent les mains dans le cambouis, ils se rendent compte qu'ils ne savent même pas pourquoi l'algorithme recommande tel contenu et tel contenu, ce qui commence un peu à faire peur. Mais encore une fois, ce ne sont que des porte-voix. C'est pour ça que je parle d'une zone grise, c'est parce que de toute manière, les gens en parlent. Il y a une viralité qui est forte, mais elle existe aussi sur des contenus. Là, on évoque CNews, C8, etc. Quand la France gagne la Coupe du Monde de football, le monde entier est au courant en l'espace de quelques secondes. Quelques secondes, pas parce qu'ils regardent le match, tout simplement parce que c'est mis sur les réseaux, que les gens le commentent, le partagent, le like, etc. Et que du coup, je suis au Chili, je le verrai en me réveillant. Chose impossible auparavant. Donc, tous les contenus positifs, on va dire, qui nous font du bien, où on se dit, on devrait voir un peu plus de ça. En fait, les gens le voient. Les caches investigations, qui ont une belle mission, l'émission a une belle portée. C'est énormément partagé, c'est énormément liké, et on le voit beaucoup. Quand il y a une émission cache investigation, le plus souvent, vous êtes au courant du thème. Alors que peut-être que vous n'avez même pas vu l'émission. Donc, c'est pour ça que je parle de zone grise, c'est qu'il y a vraiment de bons côtés pour les bons contenus, qu'on estime en tout cas bons contenus, puis évidemment des trucs terribles. Voilà, mais je vois beaucoup de gens partager en disant « mais vous avez vu ce qu'il fait ?» Ouais, mais en partageant, du coup, on fait ça. Et pour terminer, Twitter, X maintenant, avait lancé une fonctionnalité où quand vous voulez retweeter, il vous demandait avant « avez-vous bien vu ce que vous voulez retweeter et partager ?» Donc déjà, ça donne un peu cet esprit-là, quoi. Oui, et puis il y a une injonction à réagir aujourd'hui, poussée aussi par les médias, parce que voilà, c'est du contenu partagé, et donc du coup, c'est aussi bien pour le média en question. Et après, il y a aussi ce truc, moi j'aime bien quand on dit oui, aujourd'hui on peut plus rien dire, etc. Mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui c'est visible, parce que quand je réagis, quand je donne mon avis il est vu. Voilà, on en revient, il est vu par tout le monde. Mais l'époque des nuls, par exemple, il se prenait parce qu'on dit souvent les nuls ne pourraient pas faire ça aujourd'hui à la télé. Oui, je pense qu'il y aurait certains sketchs en tout cas qui passeraient mal. Mais il n'empêche qu'avant, en fait, ça passait, mais parce qu'avant, il y avait les courriers du lecteur, et donc du coup, c'était pas visible dans l'espace public, social, c'était pas visible. Et aujourd'hui, ça devient visible, donc ça devient rageant quand c'est des mauvais contenus et que ça nous fait tirer, on se tire les cheveux, et positif quand c'est des contenus super chouettes, etc. Après, moi, juste pour compléter, cette pauvre Madame Michu, finalement, moi aussi, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est plutôt bien qu'elle s'exprime. Ce qui me questionne, moi, c'est plus ceux qui ont réussi à comprendre et qui connaissent les codes des plateformes et qui en usent beaucoup aussi, finalement, par exemple les politiques, qui sont ceux qui, on aurait pu penser être ceux qui prennent le temps, qui prennent le temps de la discussion du débat, qui vont chercher le buzzword. Non, parce qu'ils veulent quand même capter l'attention. Et donc, je vous renvoie beaucoup aussi, mais Économie de l'attention, un petit livre, Yves Citon, extraordinaire. En fait, on est obligé de capter l'attention, et pour capter l'attention, il faut aller sur certains canaux. Malheureusement, il faut aller sur CNews, sur C8. Je suis assez partisan de ne pas y aller. Mais en fait, dans l'argumentaire, c'est vraiment de dire, mais en fait, je dois y être, quoi. Parce que sinon, j'existe pas, parce que machin. Bonne ou mauvaise stratégie, j'estime qu'elle est mauvaise. Mais je comprends les arguments qui peuvent dire, bon, mais c'est la bonne, il faut parler à Madame Michu, encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste un complément. En fait, sur l'économie de l'attention, c'était aussi pour... la théorie, c'était de rendre le cerveau disponible au départ, sur donc l'économie de l'attention. Sur les réseaux sociaux, moi, je ne vois pas de transformation fondamentale. La télévision faisait déjà le principe de l'économie de l'attention avec TF1, rendre le cerveau disponible pour accéder à un maximum de publicité qui rapportait de l'argent. Donc, en fait, le problème, c'est plutôt le système économique qui gère tout ça. C'est le système économique qui va
tirer en fait les plateformes pour rentabiliser un maximum et pour donner. Voilà, quand on like, ça crée forcément de l'argent. Quand tous les réseaux sociaux, même ceux qui ne sont pas visibles comme même Uber, qui peut être un réseau social, c'est aussi de l'argent. Donc c'est ça, c'est géré économiquement. Mais en même temps, dire que la télévision avant donnait une information réelle, enfin, c'était manipulé par des politiques, au niveau politique, puisque à l'époque, on pouvait manipuler considérablement l'information qu'on voulait faire passer pour... voilà, un président pouvait filtrer la totalité de l'information qui passait sur lui à la télévision sans que personne puisse accéder à un vrai contenu, alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc cette part-là, elle permet aussi d'avoir une certaine forme d'équilibre sur qu'est-ce qu'une vérité, qu'est-ce qu'une viralité, une viralité, mais en même temps, il y a un contrebalancier des gens qui peuvent maintenant avoir une parole valide. Et ça pose un problème quand la parole n'est pas valide, mais ça pose, voilà, ça permet une ouverture quand même. Mais c'est sûr que c'est plus simple quand on a une chaîne de télé de la contrôler que quand on a plein de canaux, évidemment. Ouais. Bonjour et merci beaucoup pour cette conférence qui a été très intéressante. Je rejoins un peu le premier commentaire autour de la question de vérité, avec une certaine crise de l'expertise. Vous avez dit, Judith, à un moment qu'on était dans de l'incarnation de l'information, l'incarnation de l'actualité. C'est ce que je constate aussi moi dans mes propres recherches. Et j'avais une question pour vous qui était d'un potentiel risque ou de limite apparente liée à cette hyper-incarnation en fait, de l'actualité, de l'information, avec peut-être quelque part un appauvrissement du débat public à un certain moment. Vaste question. Oui, parce qu'en fait, le problème de l'incarnation, c'est qu'à un moment donné, on est estampillé. Et du coup, on va avoir par exemple, je pense à Hugo Clément, qui aujourd'hui, Hugo Clément, il est tellement porté par ses convictions, par son travail journalistique, qu'il aurait du mal à intervenir refaire ce qu'il faisait, par exemple, avant chez Quotidien. Et donc, du coup, là où ça appauvrit le débat, c'est que peut-être, là, il faudrait mener des études là-dessus, mais c'est que du coup, quand il intervient sur un plateau, il l'a fait d'ailleurs sur CNews, on retape encore sur CNews, mais il est directement catalogué, et donc du coup, le discours ne devient plus possible, parce qu'il est avec toute son identité, sa marque derrière lui, entre guillemets. Aujourd'hui, sa marque, c'est lui son propre média. Et donc du coup, c'est là où ça pourrait appauvrir le débat, puisque du coup, si c'est un contenu lié à Hugo Clément et que certains sont plutôt réticents à ses propos, ses contenus, du coup, ils vont l'écarter. On va y accoler une sorte de stéréotype. Et donc du coup, je pense que oui, quelque part, ça peut appauvrir le débat. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez complètement répondu. Je me posais la question aussi au sujet de l'affect en fait, qu'on peut avoir envers certaines personnalités publiques qui met un prisme complet sur l'information qu'on peut recevoir de ces personnalités-là. Ouais. Donc, voilà. Mais là, on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on aime, on croit. Enfin, ce processus de croyance, tout à l'heure, je parlais de ces créateurs de contenu, comme par exemple Enjoy Phoenix. Bon, en fait, sa communauté, elle croit plus Enjoy Phoenix pour lui dire mets-toi de la cannelle sur le visage, tu vas avoir une belle peau après, peut-être plus que le dermato. Mais ça, c'est de la même manière que dans les processus, dans la sociologie, où on va plus croire un copain qui nous dit fais ça, que nos parents qui vont nous déconseiller de le faire. Mais on va plutôt écouter le copain. Et donc aussi dans l'information, il y a ce risque-là on prend du coup pour argent comptant ce que notre ami nous dit parce qu'on l'aime, parce qu'il est beau, parce qu'il est fort. Et puis s'il l'a dit ou elle l'a dit, c'est que du coup c'est vrai, j'en doute pas, parce qu'il y a tout ce processus de croyance qui est lié à l'incarnation, à la mise en scène. Enfin, c'est plein de petites choses, quoi. La mise en scène de l'espace intime, les stories où ils nous parlent tous les jours, on le met dans la poche. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire la conférence. Après, moi, pour compléter aussi sur l'appauvrissement, je pense que
parfois aussi, ils ont aussi cette force de frappe finalement, qui est absolument considérable. Moi, ayant été correspondant en Tunisie pendant plusieurs années, moi ou d'autres collègues ont fait un nombre de sujets incalculables sur le phosphate à Gabès, qui pollue de façon absolument dingue, avec des papiers très factuels, avec toutes les preuves que c'est une catastrophe écologique, sans tellement d'écho. Et Hugo Clément a refait globalement à peu près le même papier, enfin la même production, à part que c'était de la vidéo verticale. Et Hugo Clément, c'est devenu une catastrophe environnementale. Ça en est enfin une finalement. Parce que c'est l'influence et que lui, il a sa communauté et c'est un leader d'opinion. Et donc, du coup, ça fait du bruit, quoi. Oui, c'est comme Camille Etienne récemment. Exactement. Je pensais à elle en plus, complètement. Et je pense aussi qu'on se rend compte qu'il y a une émergence un peu tous les jours, j'exagère, mais de nouveaux influenceurs qui permettent aussi d'ouvrir des nouvelles portes tout le temps. On a besoin d'eux quelque part aussi pour faire avancer le débat autrement. Merci beaucoup. Moi, je me posais la question il y a une volonté aussi de réguler et de mettre en avant peut-être des contenus qui sont plus qualitatifs que d'autres, que ce soit la régulation déjà, l'ARCOM plutôt dans la condamnation et les sanctions quand on est en dehors des cercles, mais aussi potentiellement pour les réseaux sociaux et en général pour les créations de contenu en ligne. Vu que c'est très difficile de modérer, en tout cas de haut en bas, plutôt de valoriser aussi par le fonctionnement des likes et de l'approbation du public, de valoriser des contenus qui sont jugés plus qualitatifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu du point de vue des créateurs, créatrices de contenu, potentiellement pour Judith cette question, et plus généralement, est-ce que les créateurs, créatrices de contenu, eux-mêmes et elles-mêmes, ont cette envie potentiellement de faire commun pour essayer de pousser aussi potentiellement politiquement le fait d'être plus d'être présenté comme étant plus qualitatif, peut-être avec le terme de vulgarisation par exemple, de création de contenu, à l'inverse d'influence et ce genre de choses. Je pense que déjà, oui, ils sont dans une quête ils veulent quelque part être reconnus comme des contenus qualitatifs, puisque déjà ils produisent de plus en plus. Je parle en termes de production financière, etc. On voit qu'ils mettent plus de temps aussi, je parle pour les vulgarisateurs, etc. Plus de temps ils sont moins dans l'immédiateté. Et donc du coup, eux, ils ont tout intérêt déjà c'est comme on parlait tout à l'heure de la différence entre un influenceur et un créateur de contenu, et pourquoi certains ne veulent pas être catalogués influenceurs, parce qu'ils veulent vraiment qu'on mette en avant leur travail en termes de recherche d'informations, en termes de qualité de production, etc. Et je ne sais pas, c'était quoi la deuxième question ? Et est-ce que, du coup, il y a une volonté aussi de porter ce message politiquement, potentiellement aussi, d'essayer de promouvoir cette qualité auprès des décideurs publics et des plateformes aussi, potentiellement ? Ouais, en tout cas, ceux qui ont l'envie, comme Camille Etienne, etc., qui ont l'envie de changement. Donc oui, eux, ils ont tout intérêt à promouvoir ça. Et d'autant plus que là, récemment, il y a un autre phénomène qui se joue, c'est le blackout, le hashtag, je ne sais pas si vous avez un peu suivi. Donc ils ont tout intérêt, parce qu'il y a cette question de le public qui commence à se réveiller suite au Met Gala et ce qui se passe à Gaza, où en fait, ils ont peur de se faire bloquer maintenant parce que le public, là, aujourd'hui, en tout cas, est en demande donc c'est un autre débat aussi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un autre débat, mais qui sont en demande d'être moins sur le futile et de plus s'impliquer politiquement parlant. Et donc du coup, je pense qu'avec cette vague, je ne sais pas trop ce que ça va donner ça, en tout cas sur les réseaux, si ça va prendre plus d'ampleur ou pas, mais je pense qu'ils ont tout intérêt à se différencier, se singulariser par leur contenu dit qualitatif. Et même se différencier de la télé, parce qu'ils veulent aussi se différencier des contenus de la télé. Après, la télé, ça veut tout et rien dire, parce qu'il y a Arte qui produit contenu merveilleux et qui travaille beaucoup avec les vulgarisateurs. C'est hashtag blackout. Bloc.
qui veut bloquer. En fait, ils veulent bloquer. C'est parti d'une créatrice de contenu aux États-Unis suite au Met Gala, où on a mis en parallèle le film Hunger Games et avec le District 13. Et là, sur les réseaux, il y a une trend un peu qui est sortie où on met en parallèle les images donc, de Hunger Games avec la réalité, donc les images du Met Gala, où elles ont toutes et tous des robes, des costumes, etc. Et avec les images de ce qui se passe à Gaza. Et du coup, il y a une sorte de révolte du public qui dit c'est pas possible, en fait, ils sont là grâce à nous, parce que c'est des influenceurs. Sans la communauté, ils ne seraient pas là, ils ne seraient pas au Met Gala. Et en fait, ils ne s'impliquent pas dans le débat politique. Et donc, du coup, ils ont appelé au boycott. Et du coup, il y en a beaucoup qui se font bloquer. Je ne sais pas trop. Ça vient des États-Unis. Je ne sais pas ce que ça va prendre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais là, du coup, ils sont dans une quête un peu plus de dire moi, je suis créatrice de contenu, je ne fais pas ça, ne me bloquez pas. Parce qu'être bloqué, c'est pire que de ne pas être abonné. On peut peut-être, je peux encore m'exprimer, on peut peut-être en parler autour d'un verre. Moi, c'est un éternel débat que j'ai. Vous avez beaucoup cité Léna Situation, donc avec ma compagne. Alors elle évidemment, voilà, c'est l'ascension d'une jeune femme racisée. C'est génial qu'elle soit sur les réseaux sociaux, par rapport même à ses robes, sur à Cannes, en mode je mets en valeur mes formes, et voilà, je vous emmerde tous. Et moi, donc je suis d'accord avec elle, objectivement, et moi, je me fais tout le temps l'avocat du diable, en ne supportant pas, parce que ma copine est par ailleurs engagée sur les sujets d'écologie, par exemple, et donc moi, je lui dis, mais je la remets face à elle, et je lui dis, mais quand Léna Situation, elle commence tous ses vlogs d'août avec un Starbucks dans la bouche, qui est une des entreprises dont l'évasion fiscale est la plus importante, qui fait un scandale, enfin bref. Et donc la parole, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le fait de bénéficier, grâce à nous, c'est vrai, accessoirement, je n'y ai même pas tant pensé, mais d'une notoriété telle, en tant qu'influenceur pour le coup, et de faire absolument abstraction. On a l'impression qu'en effet que c'est Hunger Games, j'avais pas du tout fait ce parallèle, mais on est au-dessus de tout, et j'étais même... encore une fois, on peut continuer en buvant un verre, mais je trouve que là, je regardais, avant de venir, première fois de ma vie que je vois ça, que mon algorithme d'Instagram me montre ça, le Formule 1 Grand Prix de Monaco. Putain, et là, voilà, je me dis, donc on voit tous les influenceurs y sont, et je me dis quand même que là, il y a un décalage, il y a un fossé, enfin, c'est des yachts qui font 40 mètres de long, avec des bagnoles qui crachent du CO2 en veux-tu, en voilà, et on se dit qu'il y a un décalage, quand même, qu'à un moment donné, on a fait sécession, quoi. Et les influenceurs, je trouve que c'est étonnant, et donc je suis content de savoir qu'il y a ce hashtag qui existe, en me disant, mais non, nous c'est pas mon sujet, c'est pas mon sujet. Ben, en fait, si, parce que t'influences. En tout cas, c'est le débat qui se pose sur TikTok pour l'instant. Ou en tout cas, ça émane, voilà, depuis où il y a des utilisateurs de TikTok qui commencent à être révoltés. Voilà. À voir ce que ça va donner. Après, de toute manière, l'influence est liée aux marques. Donc, quoi qu'il arrive, l'influence sera toujours appartiendra toujours. Là, pour revenir par rapport à Léna Situation ou autre, quoi qu'il arrive, ça sera toujours lié, en tout cas, à la société capitaliste, puisque influencer, techniquement, c'est lié aux marques. Là, je parle d'un point de vue vraiment influenceur, vendre un produit, vendre une marque. Je ne parle pas de l'influence dont on parlait avec les journalistes, etc. Après... non, là, moi, je ne fais qu'écouter, là. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que je vous influencerai à boire un verre? Peut-être toute dernière question. Alors, je n'ai pas énormément suivi dans le détail ce changement d'optique du côté de Facebook, de Meta en général, donc d'Instagram et Facebook. Mais le changement de l'algorithme, du coup, en mettant moins en avant les contenus dits politiques et du coup potentiellement la création de contenus politiques, est-ce que c'est ce sont ces enjeux-là ou est-ce que ça fait vraiment des remous en termes de volonté de potentiellement, on parlait de la guilde tout à l'heure en amont de la table ronde, mais de potentiellement aussi essayer de se syndiquer pour pouvoir aussi se défendre face à ces changements de dernière minute d'algorithmes de grosses plateformes? Je pense qu'il faut qu'ils se syndicalisent. En tout cas, être accompagnés.
Là-dessus, le créateur, aujourd'hui, c'est devenu... après, c'est un nouveau métier. Maintenant, il commence à s'installer. Mais comme quelque chose de nouveau, au départ, il y a cette zone grise. Et de plus en plus, on va légiférer là-dessus. On l'a vu déjà avec le cas des influenceurs, Booba, etc. Où on voit quand même que, mine de rien, c'était le bordel, si je peux me permettre, avant, sur en tout cas l'influence en tant que telle. Et petit à petit, on légifère. Et je pense que de la même manière que petit à petit on légifère, petit à petit aussi les structures se forment. Il y a des producteurs aussi qui sont là. Aujourd'hui, il y a certains producteurs qui spécialisent dans la web création. Et leur rôle aussi là-dessus, c'est de se syndicaliser, parce que souvent les producteurs sont liés à une boîte, à un syndicat. Et en fait, c'est de s'unir. Et le créateur aussi, il faut lui dire qu'il n'est pas seul et qu'il doit être accompagné de producteurs, etc. Je ne sais pas si... Je ne veux pas être pessimiste, mais qu'un syndicat français, aussi puissant soit-il, dise à Meta il faudrait changer vos règles parce que nous, on ne les aime pas. Bon, déjà, il faudra parler en anglais parce qu'il ne comprendra pas le français, mais... Non, enfin, honnêtement, pour le coup, je suis assez pessimiste parce que déjà, j'aime pas trop quand j'ai un réseau social qui me dit je vais réguler les contenus politiques. #MeToo. Bah, c'est un contenu politique. Pourquoi est-ce que tu le régulerais pas? Les printemps arabes, c'était un contenu politique. Pourquoi est-ce qu'on le régulerait pas? Donc en fait, jusqu'où on met la modération du contenu politique? Bah, honnêtement, moi, quand je vois des décisions comme ça qui peuvent être prises, je me dis... Donc Meta a tenté de lancer sa monnaie virtuelle, ça n'a pas fonctionné parce que l'État américain a dit non. Mais surtout il a dit non parce que c'est quand même un attribut d'un État, c'est quand même d'avoir une monnaie. L'autre truc qu'ils ont lancé, ils ont lancé leur Cour suprême. Donc vous regardez Cour suprême Meta, c'est en fait des gens jugent pour arbitrer si tel contenu, effectivement, on aurait dû le censurer, on n'a pas dû le censurer. Moi, quand je vois une sorte de justice parallèle, je me dis mais attendez, là, c'est pas à eux de décider ce qu'on doit avoir ou pas. Pour le coup, c'est démocratiquement, on doit décider par la voie représentative, qui est celle qu'on a en France, où on dit, bah non, la règle, c'est ça. C'est pas une entreprise privée. Je vais dire un truc un peu bizarre, mais au moment où on a censuré Donald Trump, Dieu sait que je ne le porte pas dans mon cœur, etc. Honnêtement, je me suis posé la question, je me suis dit, d'où une entreprise privée censure un président des États-Unis d'Amérique? Et c'est une vraie question. Ils l'ont censuré parce que les conditions générales d'utilisation leur permettaient. On parle quand même d'un président. Moi, honnêtement, je suis pour, etc. Mais on parle quand même d'un président qui a été banni d'une plateforme. Donc voilà. Donc moi, quand on leur laisse trop de marge de manœuvre, j'aime pas trop ça. Ou alors on change les règles et carrément on change. Ce n'est plus des plateformes de diffusion. Et là, ça devient des médias à part entière. Non, mais du coup, s'ils veulent décider de tout, c'est à eux de dire que là, d'assumer qu'ils opèrent des choix éditorialistes et de le rendre public, et d'assumer que, comme le ferait une chaîne de télévision, etc., de dire ce propos, on n'en veut pas, mais c'est notre choix, et donc du coup, on n'est plus, à ce compte-là, une plateforme de diffusion, de réseau social où tout le monde peut s'exprimer. Donc, justement, en Amérique, c'est la section 230 du Decency Act qui permet de dire qu'une plateforme, un réseau social est un hébergeur de contenu et n'est pas responsable des contenus qui sont postés. Si demain, on les rend responsables des contenus qui sont postés, vous pouvez supprimer toutes vos applications. Il n'y a aucune plateforme qui sera en capacité d'être attractive, sauf à part tout censurer. Donc, si on les rendait responsables, c'est très... Moi, je suis pour les rendre plus responsables, mais de là à les rendre responsables de ce que nous, on publie, complexe. Après, c'est un peu leur argument, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être responsables parce que sinon, c'est la fin des réseaux sociaux et donc machin. Mais j'entends quand même cette musique-là pas évidente. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je pense qu'on peut conclure ici. Remercier chaleureusement nos deux invités et vous aussi d'avoir été présents, également en ligne. Et merci à RESP-EMI pour cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite pub pour Un bout des médias. N'hésitez pas à adhérer à l'association pour ces travaux. Ils sont super. Voilà. Merci. Merci.